Bonjour, bonjour. Déjà, merci d'être venu là à midi. On a un talk surprise de Florian. On a eu un petit couac au niveau de l'enregistrement hier. Donc, Florian Forestier est un passionné d'informatique depuis ses 11 ans, un point commun qu'on a ensemble. Il est un savant mélange d'ingénieur DevOps, cloud et professeur bidouille, mais en Golang. Et aujourd'hui, il va nous partager un projet assez fou, donc autour des trains, miniaturiser les trains. Et là, on va partir vraiment dans l'enfance. Donc, merci d'accueillir Florian et c'est parti, go, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, très rapidement, je m'appelle Florian Forestier, je suis consultant dans une société qui s'appelle Zenica à Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait un petit peu de chemin pour venir jusqu'ici. Pas en train, malheureusement, ça aurait été raccord, mais pour des raisons logistiques, c'était en voiture. Et moi aujourd'hui, du coup, j'ai envie de venir vous parler un petit peu de mes trains que j'ai passés au numérique. Donc c'est des trains qui ont été achetés au début des années 1980. Donc c'est ces trains qui sont là, qui sont en kit pour l'instant, mais ça va servir le propos au fur et à mesure. C'est des trains qui ont été achetés au début des années 80 par mon grand-père, quand ma mère et ma tante sont nées. L'idée, c'est que c'était tout simplement un jouet pour elle, pour qu'elle puisse s'amuser, faire un petit peu de modélisme, découvrir un petit peu les bases d'électricité. Et puis ces trains-là, quand ma mère a grandi, forcément, il n'a plus servi à grand-chose. Donc il a passé 25 ans dans un grenier. Et lorsque j'ai été en âge de pouvoir à mon tour expérimenter ce genre de choses, eh ben, on l'a remis en route. Donc on l'a remis en route en 2005. Ça ressemblait à peu près à ça. Donc c'était basiquement une planche de bois sur laquelle on avait posé des rails. Il y avait des câbles absolument partout. C'était un peu dégueulasse. Ça fonctionnait quand ça en avait envie. Mais à partir de 2011, on a commencé à sacrément le faire évoluer, puisque maintenant ça ressemble à ça. Donc on a triplé la taille, on a ajouté une gare de triage, on utilise une table de ping-pong complète pour réussir à tout stocker. On a rajouté des bâtiments, des structures et on a fait une grosse mise à niveau électrique puisque l'ancien setup, donc tout ce qui était sous la table, etc., ça avait à peu près 40 ans. Donc en termes d'assurance, formation incendie, etc., on n'était pas très loin de la résiliation de l'assurance habitation à cause du train électrique. Donc au bout d'un moment, on a quand même décidé de faire en sorte à nettoyer un peu tout ça. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a du coup 3 générations de personnes qui ont joué dans ma famille, puisque du coup je suis la 3e génération à m'amuser avec ça. Et puis mon grand-père en vrai continue à bien se marrer, à faire ses petits arbres avec du plastique. Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'un train électrique? C'est un jouet qui est apparu il y a à peu près 2 siècles. Alors il y a 2 siècles, il était à vapeur, il n'était pas électrique, mais malgré tout c'est le même concept. Ça s'est démocratisé dans les années 1950, tout simplement parce qu'on a commencé à standardiser un petit peu les trains électriques. En fait, il faut savoir qu'avant les années 50, chaque constructeur de train électrique avait son propre format d'échelle. Donc ils se disaient, moi je vais les faire à échelle 1,85e, moi à 1,87e, 1,89e. Donc dès qu'on voulait mixer un petit peu des constructeurs de trains différents, en fait on ne pouvait pas. Il fallait qu'on ait plusieurs réseaux totalement distincts. Dans les années 1950, ils se sont mis d'accord pour un format qu'on voit quand même très communément, qui est le format HO, au format 1,87e. Donc là c'est ce qu'on a sur la table. Et également, il y a eu une très forte baisse de coûts, tout simplement, puisque dans les années 50, on découvre notamment la plasturgie, qui nous permet de faire ce genre de choses, des trains comme ça, à très grande échelle. Je ne sais pas du tout où est la caméra. Donc, ça baisse énormément les coûts, et ça permet de démocratiser ce genre de jouet. C'est toujours produit, par contre, il faut savoir que autant dans les années 70-80, c'était à peu près abordable en termes de prix. Là maintenant, ça coûte vraiment très très cher. Un TGV comme ça, là, il y en a pour 270 € neuf. Donc si jamais vous avez envie, n'hésitez pas. J'accepte les dons. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Par contre, il en existe plein de modèles. Donc si vous aimez les TGV, il y a des TGV. Si vous aimez des TER, il y a des TER, même floqués aux couleurs des régions. Si vous aimez les draisines, il y a ce qu'il faut, etc. Donc là, pour le coup, il y a une très grosse gamme. Il faut juste être prêt à y mettre le prix. D'un point de vue un peu plus technique, en fait c'est assez simple. C'est du 14 volts continu dans un rail. Alors nous, nos transformateurs, ils avaient 40 ans, donc quand on a fait les tests, on était plus proche des 18-19 volts. Mais bon, à la base, c'est 14 volts continu dans un rail. On a dans notre train une lampe et un moteur branchant en dérivation. Et c'est à peu près tout. Donc le schéma électrique, ça ressemble à ça. On fait passer le courant directement dans les rails qui sont sur le plateau. Le train les récupère à travers les roues et ça va alimenter un moteur et une lumière.
Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Et pour revenir à notre histoire, en 2011, on décide d'agrandir le terrain de jeu. Donc on passe d'une toute petite table à un truc quand même assez grand. Et on commence à voir les limites de ce système. Notre système, il est tout simple, hein, on pilote nos trains en analogique. Donc on a un variateur de moins 14 volts à plus 14 volts qu'on voit en bas. Et quand on met du moins 14 volts, on va en marche arrière. Quand on met du plus 14 volts, on va en marche avant. Le problème, c'est que tous nos trains vont du coup dans le même sens et à peu près à la même vitesse. Donc, quand on a envie de s'amuser à gérer des dépassements, quand on a envie de s'amuser à gérer des stations, des gares de triage ou ce genre de choses, eh ben, c'est super compliqué. Donc même sur notre grande table, gérer 3 trains en simultané, à cause de ça, c'est hyper difficile. On a des collisions, ça provoque des déraillements, etc. C'est vraiment pas pratique. Et on est un petit peu triste, parce qu'on a 18 locomotives qui sont en stock. Oui, à l'époque, ça coûtait vraiment pas cher, donc mon grand-père s'était fait plaisir. On a 18 locomotives en stock, mais on peut en gérer que 3 maximum sur le circuit, sinon ça devient absolument gérable. La solution, c'est crade, mais ça marche, c'est qu'on rajoute plein d'interrupteurs, absolument partout. Donc en fait, l'idée, et là vous n'avez pas encore tout, hein, il y en a encore à gauche, il y en a un petit peu en dessous aussi. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'on va avoir des bouts de rail qui ne vont pas tout le temps être alimentés. Ils vont être alimentés que lorsqu'on actionne l'interrupteur. Donc on va pouvoir dévier un train sur une voie qui n'est pas alimentée. Du coup, l'électricité va arrêter d'arriver au moteur. Donc le train va se couper. Et quand on va remettre l'interrupteur, on va pouvoir redonner l'électricité. Donc le train va redémarrer. C'est pas parfait. On peut toujours pas gérer des vitesses différentes, etc. Mais au moins, ça nous permet de faire des gares, des stations de triage, etc. Et à l'époque, du coup, en 2011, on regarde s'il existe un système. Donc moi, en 2011, j'ai 14 ans, donc on regarde un système clé en main. Hein. Je ne suis pas encore bien fort en informatique. C'est toujours pas le cas d'ailleurs maintenant. Et il existe en effet un système qui s'appelle le DCC. Et pour la faire très court et très bref, en fait, le DCC, c'est comme du CPL que vous pouvez avoir à la maison. On va juste passer des informations dans le rail plutôt que de le passer dans votre réseau électrique. Et de cette manière-là, on peut gérer entre 2 et 8 trains selon les modèles. Donc on se dit, c'est génial, il nous faut absolument ça. Là, on peut faire marche avant, marche arrière, etc. C'est super. Il y a juste un tout petit problème, c'est que si vous voulez passer au DCC depuis un truc analogique, il faut absolument tout changer. Donc il vous faut un transformateur particulier. Donc vos transformateurs que vous avez, vous les jetez, vous en rachetez des spécifiques propriétaires. Il faut changer les moteurs des trains parce qu'ils ont 45 ans et du coup gérer des modulations de phase, ils sont vraiment pas faits pour. Et il faut rajouter des cartes de contrôle dans les trains. On s'amuse à regarder vite fait le coût de l'opération. Il y en a pour à peu près 120 € par train, juste pour la puce, hein, pas pour acheter le train. 400 € de transformateur. Et nous, on a 2 voies, puisqu'on a une voie qui nous permet de faire des tests, et on a 18 locomotives. Donc un petit calcul vite fait, 2900 €. Mon grand-père a 75 ans, j'en ai 14. Comment vous dire que 2900 €, c'est inabordable. Donc on se dit que nos trains en analogique, en fait, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis dernier point qui me dérange un petit peu déjà à l'époque, c'est que ce système-là, il est 100% propriétaire. Donc vous l'achetez, vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est une boîte noire, et si vous voulez aller étendre, rajouter des fonctionnalités ou autres, perdu, vous abandonnez. Donc on abandonne l'idée, et puis les années passent, et les années passent beaucoup, puisque on va relancer le projet en 2024. En fait, en 2024, je suis à Volcamp et je vois la présentation de Thierry Chantier, alias Titi Moby, qui nous parle de TinyGo. Et il arrive avec plein de petites cartes toutes mignonnes sur lesquelles il arrive à faire déployer des trucs. Et on trouve ça absolument génial. Et moi, du coup, à ce moment-là, je regarde ma copine et je lui dis « Ça te dirait qu'on fasse ça, mais dans des trains ?» Et là, elle me regarde, elle fait « Mais carrément !» Donc c'est parti, on descend dans le Cantal, on dit bonjour papy, j'ai besoin de récupérer un train, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc on va chercher un train, c'est celui qui est juste ici, hein, c'est notre victime qui est si présente aujourd'hui encore démontée. Et quand on la démonte, on se rend compte qu'on a ici pile la place pour y loger un Raspberry Pi Pico. Donc un Raspberry Pi Pico, c'est un truc tout petit, ça fait 21 par 51 mm. Ça a des performances absolument incroyables, puisque vous avez à peu près 260 kilo-octets de RAM, 2 cœurs à 133 MHz et 2 mégas pour stocker vos programmes dedans. Donc là, vraiment, vous n'allez pas faire tourner un cluster cube à l'intérieur. Mais malgré tout, on se dit que pour nos besoins, ça devrait aller. Donc on en commande 5. Pourquoi 5 ? Parce qu'on se dit qu'on va avoir de la casse, vu que ni ma copine ni moi ne faisons d'électricité en temps normal. Donc on en achète 5, et le gros avantage, c'est qu'il y a une version avec du Wi-Fi et du Bluetooth déjà inclus. Donc on n'a pas besoin d'avoir une carte en supplément, on peut directement utiliser celle-là. Bon, le premier problème qui se pose, c'est que notre rail il est en 14 volts, en réalité plus 18, et le Raspberry Pi il est conçu pour prendre 5 volts maximum. Donc si on tente de lui brancher le 14 volts directement dessus, il va se passer des choses, probablement des étincelles, de la chaleur et de la fumée, dans quel ordre on ne le sait pas, mais ça va arriver.
Donc on achète des ponts abaisseurs de tension. En fait, ces trucs-là, ils vont prendre le 14 volts en entrée et ils vont sortir un 5 volts stable derrière. Donc tout simplement, on rajoute cette petite carte-là. Ensuite, on se pose la question de, ok, physiquement parlant, comment on contrôle les moteurs? Donc pour ça, on découvre qu'il existe des contrôleurs PWM qui vont permettre d'aller réguler l'électricité qui arrive au moteur en jouant un petit peu sur les phases. Donc pour ça, on achète des contrôleurs PWM tout faits, parce que j'ai pas la compétence pour en créer un. Donc on achète des Adafruit DRV8871, et on branche un petit peu tout ça. Donc ça ressemble à ça. En réalité, le schéma est pas bien compliqué. On a toujours notre électricité qui arrive depuis le rail en 14 volts. Ça va alimenter notre pont abaisseur de tension. Le pont abaisseur de tension va aller alimenter le Raspberry Pi en 5 volts. Le Raspberry Pi va contrôler le moteur PWM sur un flux de data spécifique. Et le PWM et la lampe sont toujours alimentés en 14 volts. Ça ne change pas. Et ça, du coup, on le teste. Et ça fonctionne jusqu'à ce qu'on inverse le sens du train, sans faire exprès. Donc en fait, au lieu de le mettre en marche avant, on le met en marche arrière. Et là, du coup, kaboum, puisque ce qui se passe, c'est que le 14 volts devient le moins 14 volts. Et vous apprendrez que le Raspberry Pi, s'il prend moins 5 volts à la place de 5 volts en entrée, il n'aime pas du tout. Donc ça crame le point abaisseur de tension, ça crame le Raspberry Pi. Donc on vient de mettre 20 balles à la poubelle, c'est plutôt cool. Donc on se dit qu'on va rajouter une diode. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'avoir l'anti-retour et de se dire qu'au moins, on ne va pas refaire la même erreur. Maintenant qu'on a résolu ce problème, on se retrouve confronté à un autre souci, c'est la stabilité. En fait, quand j'ai fait mes tests, comme je suis à Clermont-Ferrand et que j'ai pas la place pour une table de ping-pong dans mon appart, on a fait les tests en branchant directement le train à une alimentation stabilisée. Donc c'est génial, l'alimentation stabilisée, elle est parfaite, elle bouge jamais. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le réseau électrique qu'on a dans la vraie vie, il n'est pas du tout stable, tout simplement puisqu'on a plein de pièces qui font passer l'électricité. Déjà, les rails font passer l'électricité, et les rails, ils ont 45 ans, donc ils sont un petit peu fatigués quand même. Et puis surtout, en fait, dans le train, l'électricité va passer par les roues, qui sont juste ici. Et les roues vont communiquer ensuite avec des câbles qui sont juste là, à travers une languette. Donc ça veut dire que la languette, elle va un petit peu bouger quand il va y avoir des aspérités, donc elle ne va pas tout le temps faire passer le courant, etc. Et du coup, en fait, notre Raspberry Pi, il va redémarrer en boucle. Ça, on ne le voyait pas sur le moteur analogique, puisque le moteur, lui, il perd l'électricité une milliseconde, c'est pas grave, il a de l'inertie, il va continuer à tourner un petit peu. Le Raspberry Pi, lui, il n'aime pas du tout ça. Donc, on va rajouter un condensateur pour lisser le courant. Donc là, le schéma, c'est quand même encore un petit peu plus complexifié. Et là, on a un truc qui fonctionne. Par contre, ça rentre pas du tout dans le train, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça, voilà. Donc, on se dit, on va minifier un petit peu. Donc, on imprime notre propre carte imprimée, qui est du coup juste ici, là. Voilà, c'est ce truc-là qui nous permet en fait de mettre les composants en surface. Donc, ça nous fait gagner énormément de place puisqu'on retire quasiment tous les câbles. J'ai mis 3 semaines à faire ce truc-là. Je pense que quelqu'un qui sait faire ça en temps normal, il met 45 minutes à peu près. Et moi, j'étais trop fier que ça fonctionne. Et 4 semaines plus tard, on le reçoit, on branche tout, et là, ça marche. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, on pousse juste un bout de code tout simple sur Raspberry Pi. Ça fait tourner le moteur à fond et ça allume la lampe. Donc là, vraiment, absolument rien de bien spécifique d'un point de vue software. Et ce truc-là, ça fonctionne. On a bien notre moteur qui tourne, la lampe qui s'allume. On a réussi physiquement à faire quelque chose déjà qui marche. Maintenant, on va pouvoir passer au code. Et pour le code, du coup, on a décidé d'utiliser TinyGo, simplement puisque c'est quand même le langage qui m'a fait dire qu'on pouvait éventuellement tenter de faire quelque chose avec ces trains-là. Donc on s'est dit, autant repartir sur la piste que Thierry nous avait montré. Donc TinyGo, c'est du Go pour de l'embarquer. C'est une adaptation du Go, donc c'est pas une librairie ou autre, c'est vraiment un langage à part entière. Mais le gros avantage, c'est qu'on va retrouver une grande majorité des features et des concepts de Go. Et comme moi, je suis habitué à faire du Golang, j'étais quand même assez content de ne pas avoir besoin de découvrir un autre langage juste pour ça. Il faut quand même bien garder en tête que TinyGo, c'est pas Go. Donc c'est vraiment 2 langages distincts. Donc vous avez certaines librairies qui ne fonctionneront pas, vous avez certaines librairies standards qui ne sont pas présentes dans TinyGo, mais qui sont présentes dans Go, etc. etc. Donc il faut quand même bien faire attention à ça. Et les cycles de vie sont distincts. Donc typiquement, c'est pas parce que Go 1.24 est sorti que TinyGo 1.24 est sorti aussi. Ils ont vraiment 2 life cycles différents. Bon, notre Raspberry Pi, qu'est-ce qu'il gère? Il va gérer la lumière. On veut pouvoir allumer et éteindre la lumière dans notre train. Il va gérer le moteur. Il va gérer la communication avec le reste du monde, pour qu'on puisse lui envoyer des ordres et qu'il puisse nous donner à peu près son statut. Et c'est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'on a 2 mégas de stockage et 200 kilooctets de RAM, donc il faut y aller quand même mollo. Donc on part sur un bon vieux web server en fait, un truc tout simple, tout bête, un classique client-serveur, parce que c'est simple, c'est peu coûteux en ressources, et puis vraiment en termes de difficulté d'implémentation, on est niveau 0.
Donc le Raspberry Pico, il va juste exposer une API REST toute simple, et on va avoir un serveur central qui fait le lien entre notre front-end et tous les trains qui sont branchés sur la table. C'est loin d'être parfait, mais c'est une V1, on en reparlera un petit peu à la fin. Le train, il expose tout simplement 5 endpoints, allumer et éteindre la lumière, modifier la vitesse et le sens du moteur, récupérer le statut du train, et juste pouvoir le pinguer, histoire de vérifier que le train est bien toujours sur la table, et pas garder des trains qui sont plus là depuis 6h30. Globalement, le code du train n'est pas bien complexe. Là, je vous ai mis un tout petit exemple qui nous permet d'aller définir le sens dans lequel va le train, donc 0 marche avant, 1 marche arrière, et ensuite définir la vitesse. Vous voyez que le truc le plus difficile, c'est une division par 100, donc globalement, on s'en sort quand même pas trop mal, le code n'est pas bien complexe. Mais il y a un truc qu'on a découvert et qu'on ne connaissait pas du tout, et qui m'a fait tourner en bourrique pendant quasiment 3 semaines, c'est les watchdogs. En fait, on avait un souci, c'est que quand notre train perdait l'alimentation pendant 4 ou 5 secondes, par exemple, il vient de dérailler, on est en train de le repositionner sur la voie, il devient zombie. En fait, le Raspberry Pico, pour économiser de l'énergie et continuer à faire tourner son programme, il va commencer à couper plein de trucs quand il n'a plus de courant. Et il va notamment couper la carte Wi-Fi. Sauf que quand le courant revient, il ne rallume pas la carte Wi-Fi. Donc ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un train qui déraille, on le remet sur le rail, et puis là il repart à fond, 100% de vitesse, lumière allumée, et impossible de le contrôler. Donc là inévitablement il finissait dans un autre train et ça déraillait, et comme ces trucs-là coûtent 250 € à peu près, les sueurs froides à chaque fois qu'il y en a deux qui se percutent sont quand même présentes. Donc on a pour nous sauver heureusement les watchdogs. Les watchdogs en fait c'est un dispositif un petit peu anti-deadlock qui vont permettre de redémarrer automatiquement la carte s'il y a besoin. Donc en fait ça se base sur une horloge annexe qui est dans le processeur et ce truc là est vraiment garanti par le constructeur pour être la dernière chose qui s'éteindra dans la carte quand il fera des économies d'énergie. Et son fonctionnement il est tout bête, c'est que cette horloge là elle va commencer à compter le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on l'a contactée. Et si ça fait 8 secondes qu'elle n'a pas été contactée, elle demande un reboot complet de la carte. Donc elle va électriquement couper et redémarrer la carte. Sur le code, c'est pas hyper compliqué. En fait, on va avoir notre fonction principale, que j'ai pas mal écourtée pour des raisons évidentes de lisibilité. On va juste lui dire, on démarre le watchdog. Donc à partir de maintenant, le watchdog doit avoir un intérêt. Et on va lancer une go-routine. Donc en fait, c'est tout simplement un sous-programme. C'est un thread qui va tourner en permanence. Donc on est sur une boucle for infinie. Et toutes les 4 secondes, on va vérifier avec une autre fonction que je ne vous ai pas montrée là, si notre carte peut bien toujours communiquer avec le monde extérieur. Si oui, on va lui envoyer un watchdog update qui va permettre de réinitialiser à 0 le temps du watchdog. Donc autrement dit, le watchdog va se dire « Ok, j'ai à nouveau 8 secondes avant de devoir redémarrer la carte ». Et si on n'a pas de résultat du check alive, on considère que ça n'a pas fonctionné et du coup on va continuer à laisser le timer actuel du watchdog. Donc là en fait au bout de 2 checks, on va forcer au bout de 2 checks échoués, on va forcer la carte à redémarrer. Le train au démarrage, il va tout simplement contacter le serveur central pour lui dire qu'on est là. Il va initialiser tous les capteurs, moteur et lumière, donc le moteur à 0 et on va juste allumer la lumière pour bien montrer que le train est bien présent et qu'il est prêt à être utilisé. On démarre le watchdog et on attend les ordres qui arriveront par API. Le serveur central, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une API REST basique qui tourne sur un vieux Raspberry Pi 3 qui traînait chez moi depuis 7 ou 8 ans. Et puis de toute façon, on n'a plus trop le temps d'en parler vu que c'est quand même à 20 minutes. C'est écrit en Go, ça tourne sur un vieux Raspberry Pi 3, le code est à dispo, de toute façon je vous montrerai ça à la fin. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. L'interface graphique elle est écrite en Svelte. Pour l'instant elle contacte uniquement le serveur central. J'ai pas mis beaucoup de temps de travail pour l'instant sur l'UI. L'idée c'était juste que mon grand-père de 86 ans puisse démarrer les trains sans avoir besoin de taper des trucs dans une CLI. Parce que mon grand-père, 86 ans, une CLI, ça le fait moyen. Donc on a quand même une interface graphique qui nous permet de contrôler un petit peu tout ça, donc de juste gérer la lumière, la vitesse, et du coup les trains apparaissent au fur et à mesure quand on les connecte sur la table. Et ce truc là ça fonctionne. Alors je vous ai mis une vidéo parce que j'avais pas un semi-remorque pour monter à Niort et prendre la table de ping-pong complète, donc vous m'en excuserez. Mais là on va voir le train qui va partir d'un coup à 100% de vitesse. Donc c'est bon, notre défi est accompli, on arrive bien à faire en sorte à démarrer notre train, contrôler la vitesse, etc. directement depuis un ordinateur. Donc on a évité 2 900 €, on a pu faire ça à la maison. Bon,
Le projet, il n'est pas du tout terminé. En réalité, il me reste encore plein de choses à faire, notamment d'un point de vue hardware. Il faut que je fiabilise et que je miniaturise. Alors, fiabiliser, c'est tout simple. C'est juste que mes soudures sont toutes dégueulasses. Donc, dans l'exemple qui est là sur la table, il y a des tonnes de courts-circuits, il y a des trucs qui ne vont pas. Enfin, c'est une horreur. Donc, il faut que j'apprenne à faire des soudures propres et on pourra commencer à faire des choses intéressantes. Et miniaturiser, eh ben, tout simplement parce qu'en fait, ce train-là, qui est ici, eh ben, en fait, il a l'avantage d'être quand même assez grand. Au final, on a des trains qui sont quasiment 3 fois plus petits à la maison. Donc dans ces trains-là, le Pico, il passe pas du tout. Donc on va avoir des problèmes de miniaturisation. Je ne sais pas encore du tout comment les résoudre, mais on va essayer d'y travailler. D'un point de vue software, j'aimerais beaucoup quitter le mode API, ou en tout cas faire en sorte à ce que le serveur intermédiaire ait beaucoup moins d'importance. Tout simplement puisque le fait de contacter tout le temps le serveur central pour contacter les trains derrière, ça rajoute de la latence. Ça rajoute pas énorme de latence, hein, on est autour de 100 millisecondes, mais ça peut quand même poser problème, notamment pour le petit bouton arrêt d'urgence qui est en haut de l'interface graphique. On aimerait bien que tout s'arrête directement et pas au bout de 100 millisecondes quand on n'y appuie dessus. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus. Très clairement, ce que j'ai fait actuellement, ça fonctionne, mais c'est très loin d'être optimal. Et puis après, si on veut mixer un petit peu le hardware et le software, là j'ai plein d'idées. Faire des annonces en gare, quand on a un train qui arrive, pouvoir faire la petite annonce vocale que tel train est en train d'entrer en gare. Pouvoir faire tchou-tchou au train, parce qu'on va pas se mentir, on a tous envie de faire ça. Donc il faut trouver le moyen de mettre des haut-parleurs dedans et de pouvoir lui faire ça. Pouvoir les arrêter, les démarrer automatiquement avec des tags NFC qu'on pourrait placer sous le train avec des lecteurs dans la table directement. Faire de la cartographie temps réel, alors ça il y a plein d'options, hein, soit avec des capteurs, soit avec de la triangularisation de signal, ce genre de choses. Intégrer une webcam, puisque comme à l'avant on a des espèces de petites fenêtres, on peut y mettre une petite webcam et se dire vas-y, on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Bref, j'ai plein d'idées pour continuer à améliorer ce truc-là. Et c'est dispo en open source et bientôt en open hardware. Alors bientôt en open hardware juste parce que mon PC a cramé et que comme tout bon side project, j'avais pas de backup, sinon c'était pas drôle. Donc il faut que je refasse la carte, mais promis, ça va arriver en open hardware. Et c'est dispo en open source. Donc si ça vous amuse, si vous avez des trains chez vous, que vous souhaitez contribuer ou autre, n'hésitez pas, ça me fera vraiment très plaisir. Pour conclure, c'est un sujet que j'ai adoré faire, que j'adore toujours faire, tout simplement puisque déjà ça me fait beaucoup sortir de ce que j'ai l'habitude de faire au travail. Bon, habituellement je fais du Go, j'ai des VM, je prends la taille que je veux, ça tourne dans des data centers, etc. etc. Donc faire ça sur de l'embarqué, c'est franchement pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis un autre point, c'est que j'ai pu faire ça avec mon grand-père, qui du coup maintenant a 86 ans. Et c'est lui qui m'a appris les bases de mécanique, d'électricité, etc. Là, sur cette photo, j'ai 7 ans et je suis en train de faire mon premier mécano avec lui. Donc le fait, 20 ans après, de pouvoir arriver et de lui dire vas-y papy, je vais te montrer comment on fait du code et c'est quoi un Raspberry Pi et comment on fait de l'embarqué. Et tu vas voir, en réalité, le Wi-Fi, c'est pas si compliqué que ça. C'était rigolo et franchement, j'ai adoré pouvoir faire ce partage-là avec lui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on aura trop le temps ici, mais n'hésitez pas à venir me voir, je suis encore là tout l'après-midi. Vous avez le QR code pour le projet sur GitHub et l'open feedback sur le DevQuest, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Florian. Merci à vous d'être venus là, entre midi et 2, juste l'heure du déjeuner. Comme il disait, hein, le projet il est en open source et je sais qu'il cherche du monde donc spécialisé en système embarqué, ou si vous êtes architecte ou simplement passionné de train, parce que je vois beaucoup de potentiel sur ce projet. Au niveau industrialisation, sait-on jamais. Donc, ça peut être rigolo voilà, si on y arrive. donc n'hésitez pas à le contacter et à continuer à échanger. Si quelqu'un Est-ce a qu'il y a des contacts à la questions SNCF aussi et qui sont potentiellement intéressés, n'hésitez pas, Oui, je voilà. suis preneur. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu quelques minutes pour échanger sinon. Oui? Ouais. On va prendre juste le micro pour le replay. Voilà. Combien ça vous a coûté au final l'installation par rapport aux 2900? Tu prends en compte toutes les cartes qu'on a cramées dans nos expérimentations ou pas? Allez. Si on prend absolument tout ce qu'on a cramé, etc., je dirais qu'on a dû mettre à peu près pour 120 € de matériel. Là, pour l'instant, c'est encore un POC, je l'ai fait qu'avec celle-là, donc il y a encore les 17 à faire à la maison. Par contre, après, en tout terminé, en tout terminé, avec du coup tout ce qui est là, plus tout ce qui est là, en prenant en compte la carte imprimée, etc., on doit être autour de 20 à 25 € de matériel. Et c'est pas optimisé, dans le sens où il y a plein de choses que j'ai achetées du coup directement sur l'étagère. On pourrait énormément réduire les coûts juste en le faisant nous-mêmes et en prenant un petit peu de temps pour souder les composants. Donc très clairement, c'est
bien moins cher que les 120 € par train et les 400 € de transfo. Sur la partie transformateur, du coup, on n'a rien du tout. On a juste en fait notre alimentation d'époque qui nous sortait un 14 volts à peu près continu qu'on a réutilisé. Donc en fait, toute la partie transformateur, déjà on n'a pas payé les 400 € de transformateur. Et en termes de carte, 25 € par train à peu près, je dirais, une fois que ça sera à peu près fiable. D'autres questions? Très bien. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. passez une très bonne journée. N'oubliez pas de lui faire les feedbacks sur le site du DevQuest. Et bon talk.